Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est un bonheur de vous voir toujours aussi nombreux. Merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle soirée de notre Unipop Art, Littérature et Cinéma. Une soirée riche qu'on est vraiment heureux de vous proposer puisqu'il va s'agir d'une part de remettre en lumière une personnalité magnifique du théâtre à la carrière passionnante, Maria Casares, qu'on va connaître un peu mieux après ce soir. Mais aussi de parler d'un couple, et quel couple, celui qu'elle a formé avec Albert Camus. Voilà, une des plus belles histoires d'amour qu'on puisse imaginer et qu'on va essayer de faire revivre ce soir. Donc pour ça, je suis accompagnée de deux invités que je remercie sincèrement, vraiment pour leur aimable participation. Donc Elisabeth Kapnist, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez réalisé un film qu'on va montrer dans quelques instants. Je précise, vous l'avez su, que le titre du film a changé, tout simplement parce qu'il était encore au stade de projet quand on a programmé la soirée. Il s'est terminé il y a quelques jours, en fait, c'est tout chaud. Vous venez juste de le finir, et donc on est très heureux de proposer cette très belle avant-première. C'est la première projection du film, voilà. Mais parallèlement au film, on a aussi eu la chance de découvrir une sublime biographie, je pèse mes mots, c'est un texte superbe qui a été signé donc par Anne Plantagenet, que j'accueille également. Bonsoir à vous. Voilà, donc on retrouvera Anne tout à l'heure après le film. Voilà, pour une discussion, pour prolonger la séance et la découverte et échanger avec vous, évidemment, si vous avez des questions à poser à nos deux invités. Voilà, Anne va découvrir le film aussi avec vous tout de suite en salle. Et avant ça, je vais laisser peut-être Elisabeth nous dire quelques mots sur ce film que vous allez découvrir. Oui, bonsoir et merci d'être là, si nombreux. Alors, je suis toujours très émue parce que c'est vraiment la première fois que mon film va être vu par un public que je ne connais pas. C'est une avant-première. Et c'est vrai, comme disait Audrey, le film vient juste d'être fini. Donc, pour moi, ça va être aussi, d'une certaine manière, une redécouverte. En tout cas, je peux vous dire déjà que passer plus d'1 an avec Maria Casares et Albert Camus, c'était quelque chose d'assez exaltant, d'enthousiasmant. Et je vous laisse découvrir le film « Toi, ma vie ». Et on en parle tout à l'heure. Bonne projection à tous. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ce film. Je vous laisse vous installer. Je vous donne vos micros à toutes les deux. Merci encore à toutes les deux d'être là. Voilà, merci beaucoup pour ce très beau travail dont on va parler ensemble et puis avec Anne aussi. J'ai quelques questions pour toutes les deux. Évidemment, si je m'adresse à l'une et Claude souhaite rebondir, commenter, vous n'hésitez pas. Et puis, comme d'habitude, je laisserai la parole également au public pour des questions, réactions, etc. Moi, je serais assez intéressée aussi de connaître... de savoir le degré de connaissance qu'il pouvait y avoir dans la salle, à la fois du parcours de Maria Casares, vous êtes venus en nombre pour cette soirée, mais aussi de leur histoire d'amour, voilà, que moi j'avais très peu de connaissances avant de voir le film et de lire le livre. Et quand on sort de l'un et de l'autre, on est fasciné par Maria Casares et par cette histoire avec Camus. Voilà, donc on va en discuter. Je voudrais peut-être d'abord, pour démarrer, vous poser à l'une et à l'autre la question de votre rapport à Maria Casares avant et ce qui a pu déclencher chacune vos projets, ce livre et ce film. Alors, je vais commencer avec Anne. Donc, vous avez signé cette biographie qui était à l'écran, j'ai oublié de dire le titre tout à l'heure, L'Unique, Maria Casares, qui est paru chez Stock. Il y aura une signature tout à l'heure, évidemment, vous pourrez vous procurer le livre d'Anne, et je vous y engage vraiment. Voilà, donc votre rapport à Maria, que vous appelez Maria, et puis pourquoi ce livre ? Bonsoir à tous. Ma rencontre avec Maria Casares s'est faite, pour être très honnête, à travers la correspondance publiée par Gallimard en 1997, sa correspondance avec Albert Camus. Maria Casares était Maria Casares, je l'avais croisée. Vous savez, comme on croise des gens dans la vie. Je l'avais croisée, j'avais croisé son visage, j'avais croisé sa silhouette, sa voix, à travers des films, Les Enfants du Paradis, Les Dames du Bois de Boulogne, La Chartreuse de Parme, etc. Je ne l'avais pas vue au théâtre, mais je l'avais croisée, je la situais
un petit peu. Je savais qu'elle était d'origine espagnole. Je savais qu'il y avait quelque chose avec Albert Camus. C'était déjà des signes, moi, qui m'intéressaient. L'Espagne est mon deuxième pays. Je suis traductrice d'espagnol. Je suis très, très liée à ce pays. Ma famille vient aussi d'Algérie. Je suis très liée à Camus. Il y avait des petits signes comme ça. Mais je l'avais croisé, mais je ne l'avais pas rencontré. Et la rencontre, elle s'est vraiment faite à travers cette correspondance qui est sublime. Vous en avez eu un aperçu très joli dans le film. C'est magnifique, 865 lettres qui sont toutes sublimes. La voix de Camus, je la connaissais à travers ses livres. Celle de Maria Casares, je l'ai découverte, la voix écrite de Maria Casares, qui se révèle une magnifique écrivaine, une autrice sublime. Et la personnalité qui se dégage de ces lettres est tellement dense, tellement riche, tellement pleine de vie. En effet, le génie de la vie dont parle Camus, mais on la sent pleine de curiosité, on les suit pendant toutes ces années. Camus, parfois, peut être un peu plaintif, on va dire, dans ses lettres. Et elle est tout le temps en train de lui remonter le moral. Et Dieu sait si c'est pas facile, la relation qu'ils ont vécue. Et on va en reparler. Mais voilà, moi, la rencontre, elle s'est faite là. Et quand j'ai lu cette correspondance, qui s'étale donc, on va dire, pour résumer, de 1944 à fin 1959, avec les 4 ans d'interruption, bien entendu, j'ai eu envie de savoir ce qui s'était passé avant, c'est-à-dire toutes les années avant, la construction, cette petite fille espagnole qui s'est construite et qui s'est exilée et qui est devenue une grande tragédienne française, en tout cas de langue française. Et j'ai eu envie de savoir ce qui s'était passé après aussi, après la mort de Camus, puisque quand Camus est mort, elle était à la moitié de sa vie, Maria Casares. Elle avait 37 ans, elle est morte à 74 ans, donc elle était pile à la moitié de sa vie, ce qu'elle ne pouvait pas savoir. Et donc je suis partie enquêter. Donc la base pour moi, ça a été vraiment, en réalité, c'était la voix écrite de Maria et ce que j'ai senti de cette personnalité qui m'a parlé à moi, qui a fait qu'il y a quelque chose que ça a touché en moi et j'ai eu envie de partir sur ces traces et j'ai mené l'enquête pendant plusieurs mois et avant de commencer la rédaction du livre. Mon livre porte donc sur Maria, pas sur Albert Camus, bien entendu, et occupe une place dans le livre, mais pas uniquement. C'est-à-dire que mon livre est une biographie de Maria Casares, de sa naissance à La Corogne en Espagne, à sa mort à Alou en Charente. Oui, bien sûr, le film se concentre sur cette relation. Vous, évidemment, le spectre est plus large. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu comment vous avez travaillé, parce que moi, il y a 2 choses qui m'ont vraiment impressionnée. J'ai vraiment aussi donné envie de lire ce livre. C'est à la fois le degré de détail qu'il y a dans le livre. On a l'impression que chaque minute de la vie de Maria Casares, vous avez su ce qui s'était passé, vous avez toutes les dates, et vraiment jusque dans l'intime, on a l'impression d'être tout le temps avec elle. Et l'autre chose vraiment particulière, c'est le parti pris très romanesque. Vraiment, on en avait parlé avec Elisabeth, à la fois dans le style et puis dans la construction du livre, pardon. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, après je laisserai parler Elisabeth parce que c'est quand même c'est son film et c'est elle, mais non, mais avec plaisir. Alors pour ce travail, comme je disais, cette rencontre avec Casares, elle a vraiment pour moi touché quelque chose. Donc j'ai mûri aussi. J'ai eu très peur. Je me suis dit, est-ce que j'écris sur elle ? Est-ce que je suis légitime pour le faire ? Parler de Maria Casares, c'est tout un monde, voilà, et c'est aussi parler d'Albert Camus, etc. Donc j'ai vraiment laissé. J'ai lu la correspondance 2 fois. Elle fait plus de 1000 pages. Je l'ai digérée. J'ai lu, bien entendu, les mémoires de Maria Casares, dont parle le film d'Elisabeth, résidente privilégiée, qui est une mine d'informations magnifique sur son enfance et sur la Galice et sur l'importance de la Galice et de ses années espagnoles. La correspondance, inutile de dire, fourmille de détails, puisque surtout dans les premières années, enfin, on va dire de 48 à 52, après ça s'estompe un peu, mais il y a les premières années à partir des retrouvailles, à partir du 6 juin 48, ils s'écrivent beaucoup parce qu'ils sont souvent séparés, ils s'écrivent beaucoup, parfois même plusieurs fois par jour, tous les jours, plusieurs fois par jour. Et en effet, c'était dit dans le film, elle lui raconte son quotidien. Parce que c'est une manière de vivre ensemble, en fait, cette correspondance, puisqu'ils ne vivront jamais ensemble. C'est une manière pour eux de
une sorte de vie conjugale, mais à distance. Donc elle lui raconte toutes ses journées. Elle lui dit comment elle est habillée, elle lui dit presque ce qu'elle a mangé, elle lui dit les gens qu'elle a rencontrés. Parfois un peu pour le titiller, parce que comme il est très jaloux, et quand elle lui dit qu'elle a bu un verre avec tel homme, alors lui, il surréagit immédiatement. Et donc, je ne les ai pas inventés, les détails. Hein. Quand elle dit qu'elle porte une robe couleur rouille ce jour-là, ben, moi, j'ai dit qu'elle porte une robe couleur rouille. Dans le livre, j'ai essayé d'inventer le moins possible. Donc, je me suis vraiment basée sur cette correspondance, sur résidente privilégiée, vraiment. Et après, j'ai lu beaucoup, enfin j'ai lu tout ce que j'ai pu lire. Il n'y avait pas grand-chose sur Maria, mais j'ai laissé parler aussi. Voilà le point de vue que j'avais elle. J'assume. Hein, c'est une question de point de vue toujours, et donc j'ai séjourné donc dans sa maison. J'ai eu la chance d'être accueillie dans cette maison de Charente que vous avez vue à l'écran, à Lavergne, et d'y aller plusieurs fois, d'écrire là-bas, de dormir dans la chambre de Maria. Donc et j'ai laissé parler dans ce livre, qui est donc basé encore une fois sur vraiment une documentation importante, mais j'ai aussi représenté ma Maria. Donc je ne prétends pas que c'est la vérité, mais c'est vrai que ce qui était important pour moi, c'était de la construction. Mon point de vue à moi, c'était de montrer comment une petite fille qui s'appelait Maria Victoria Casares Pérez, qui était née donc au fin fond de l'Espagne, dans ce nord, la Galice. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, mais effectivement, c'est ce qu'on dit que c'est la Bretagne espagnole. C'est perdu dans l'océan Atlantique, c'est tout en haut, à gauche, au-dessus du Portugal, si vous voyez bien, mais c'est vraiment battu par les vents. Il pleut beaucoup. C'est une Espagne qui est très verte. C'est tout le temps très, très vert, à part l'été dernier où malheureusement ça a été ravagé par les incendies, ce qui est très rare en Galice, mais bon, l'été a été particulier partout. Mais c'est une Espagne qui n'a rien à voir avec le cliché qu'on peut avoir de l'Espagne, avec une identité très forte, des légendes celtiques, une langue évidemment, le galicien, qui n'est pas du tout l'espagnol. Et elle est née là. Et elle a été très attachée à cette terre où elle n'a jamais pu retourner. Elle n'est jamais retournée en Galice après l'exil. Et cette question de l'exil était importante pour moi, me touchait, cette question de l'identité et de comment cette petite fille est devenue Maria Casares, sans l'accent sur le i et avec un accent sur le e de Casares. Et comment, en effet, le film le montre, après avoir été refusée au conservatoire, avoir échoué 2 fois au conservatoire, comment elle est devenue cette grande actrice de langue française, comment elle a dû batailler. J'avais envie de raconter ça aussi dans mon livre, de raconter tout ce combat pour devenir Maria Casares. Le livre aurait pu s'appeler « Devenir Maria Casares » aussi. C'est ça qui m'a beaucoup intéressée. C'était ce point de vue qui m'a intéressée. Et c'est très beau, très réussi. Donc Elisabeth, alors vous avez en commun toutes les deux d'avoir vraiment magnifiquement utilisé pour construire votre récit les citations, donc à la fois des lettres et des mémoires. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, comment votre projet de film est né et puis les partis pris que vous avez choisis? On en repère quelques-uns, mais est-ce que je vais vous laisser expliquer vos choix un petit peu formels, etc. Oui. Bah, déjà, je rejoins beaucoup Anne sur cette première approche de Maria Casares, c'est-à-dire au fond, par les films, le cinéma, et moi le théâtre, je l'avais vu un tout petit peu, mais au fond, c'est vrai que la publication de cette correspondance a été aussi pour moi un déclic très important. Et au fond, j'ai vraiment découvert une femme et j'ai découvert une écriture extraordinaire, vraiment d'une telle exigence dans les mots, d'une telle beauté qui rejoint la poésie. J'ai vraiment été à la fois dans sa correspondance avec Camus, mais aussi dans son livre. Effectivement, moi aussi, je suis partie du livre qu'elle a écrit, donc Résidente privilégiée. Aussi, il y avait un autre livre qui pour moi a été, disons, une référence. C'est un livre écrit par Marie-Hélène Carbonel, qui est devenue ma conseillère historique, qui s'appelle Maria Casares, l'étrangère, et qui a fait un travail très différent de celui de Anne, c'est-à-dire une biographie beaucoup plus classique. Parce que ce que j'aime beaucoup dans le livre de Anne, c'est qu'il y a du romanesque
Voilà, il y a à la fois, c'est très bien documenté, mais il y a quelque chose d'autre. Alors que, bon, Marie-Hélène, voilà, c'est les dates, enfin, c'est des choses comme ça très, très, très précises. Alors, évidemment, quand on est face à enfin, 1200 pages, 960 lettres, donc c'est compliqué. Comment choisir? Et au fond, dès le départ, moi, je voulais vraiment mettre l'accent sur elle, parce que d'abord parce qu'elle m'intéressait beaucoup. On l'avait oubliée, on l'a oubliée, Maria Casares, et donc j'avais envie de lui redonner vie, qu'on ait envie d'en savoir plus, alors que Albert Camus, il y a eu beaucoup de films déjà de faits sur lui. Voilà, c'est un grand auteur, un grand écrivain, et il est là, toujours présent. Et donc déjà, voilà, c'était ce choix-là, c'était vraiment de mettre la lumière sur elle. Voilà, je suis avec elle. C'est ça qui était un peu au départ ce que j'avais envie de développer. Après, bon, c'est un long travail pour faire un film. Alors, à la fois, c'est très différent de l'écriture et en même temps, ça la rejoint parce que il y a un travail souterrain, je dirais, qui se fait. On lit les lettres, on en choisit, on voit comment on peut construire un récit. Enfin, voilà, il y a tout un travail, une sorte d'alchimie qui se fait et où à un moment donné, au départ, on a envie de mettre beaucoup de choses et puis petit à petit, on comprend que pour construire un récit, on est obligé évidemment d'éliminer même les choses qu'on aime pour que ce soit quelque chose comme ça au niveau de la narration fluide, quoi. Voilà. Et donc, voilà, Maria Casares, Albert Camus, pour moi, ça a été plus d'une année à vivre avec eux au plus près et c'était voilà, formidable, quoi. On va préciser que c'est quand même le centenaire de la naissance de Maria Casares, qui explique aussi les différents projets qui arrivent en même temps. Votre film va être diffusé à la télévision? Oui, alors il va être diffusé le vendredi 25 novembre, donc sur France 5, en deuxième partie de soirée. Voilà, et c'est vrai qu'on fête, en tout cas on célèbre plutôt le centenaire de sa naissance, donc 1922-2022. Voilà. Alors, vous avez évidemment beaucoup parlé des lettres, qui est la matière principale, mais il y a énormément d'archives aussi magnifiques dans votre film. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'accès à certaines, je sais pas, l'extrait d'une répétition conservatoire, des captations de Oui, pièces? moi je dois dire, parce que pour connaître bien quand même le fond Maria Casares, il y a vraiment des images rarement vues. Enfin, il y a des choses que je n'avais pas vues, moi, que je ne connaissais pas. Donc vraiment, vraiment c'est un privilège là, d'avoir vu sur cet écran magnifique des images très très rares. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là, moi, un film, c'est une aventure collective. Hein. Je ne suis pas toute seule. Et en ce qui concerne les archives, j'ai travaillé avec une femme qui est documentariste, Hélène Zinc, et qui est absolument formidable, c'est-à-dire qu'elle va chercher partout, dans toutes les sources, toutes les images qui pourraient m'intéresser. Donc après, nous, au montage, on se retrouve avec une masse formidable d'images et qu'on va sélectionner, qu'on va ordonner. Mais je pense que c'est vraiment elle, voilà, c'est un métier qui heureusement continue d'exister parce que c'est vrai que maintenant c'est plus facile d'aller chercher des images sur Google, YouTube ou autre. Mais elle, voilà, elle connaît tous les fonds photographiques, filmiques, et donc voilà, tout lui revient, quoi. Je veux dire, ce travail-là, moi après, je ne fais que le recevoir, le regarder et le sélectionner et faire en sorte que ces images-là vont trouver leur place dans un récit. Voilà. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de la façon dont ça s'articule? Parce que vous mêlez les archives à des images de comédiens, à des images de paysages aussi. Il y a une présence des éléments qui est très importante. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça prend forme? Oui, c'est-à-dire que, en fait, quand on est confronté à des lettres, puisque c'était quand même ça à la base de mon projet,
c'est comment les faire vivre à l'image. Et donc, très vite, je me suis dit, il faut une Maria Casares. Il faut aussi une loge de théâtre, puisque c'est là où elle vivait le plus clair de son temps, la loge de théâtre. Et donc, et en même temps aussi par rapport à Camus, au moins juste comme ça une silhouette de quelqu'un qui écrit. Donc, tout de suite, j'ai proposé ça, c'est-à-dire que on est une femme, une actrice, et j'en ai rencontré. En fait, on m'avait envoyé plusieurs photos, et elle, Séverine Cojano, elle m'a intéressée tout de suite. Et quand je l'ai vue, elle avait exactement la taille de Maria Casares, 1m60, toute menue, exactement les cheveux longs comme ça. Et j'ai su que ce serait elle le personnage, disons l'incarnation de Maria. Et donc, moi, les paysages, c'est très important pour moi. J'ai toujours envie, les trains que j'aime, l'eau, les paysages, voilà, ça fait partie un petit peu disons, de mon univers filmique auquel je tiens beaucoup. Et puis, il se trouve que Albert Camus a passé beaucoup de temps à Cabris, au-dessus de Grasse. Et donc, j'y suis allée. J'avais envie de filmer comme ça ces lumières, ces paysages, puisqu'il en parle dans ses lettres, puisqu'il est malheureux, il est dépressif, il va passer 2 mois pour soigner sa tuberculose et donc, il est séparé un peu de tout, en tout cas d'elle, mais aussi du monde du théâtre. Et donc, voilà, je cherche toujours comment donner vie à cette écriture-là. Voilà. Alors, vous êtes donc, on l'a dit, plus concentré vraiment, mais en même temps, on ne peut pas tout dire dans un film, mais c'était vraiment l'idée de raconter leur histoire d'amour. Et donc, Anne, vous êtes allée un petit peu plus loin, enfin, vous avez élargi voilà, la question à tout le parcours de Maria et à la façon dont elle s'est construite. C'est ce que vous avez raconté tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un petit peu plus sur sa jeunesse, mais surtout comment elle arrive au théâtre finalement? Comment Maria, comédienne, naît? Alors, elle en parle dans Résidente privilégiée. En tout cas, elle ouvre comme ça une piste qui consisterait presque à dire que le théâtre, elle le découvre quand elle est petite et qu'elle vit avec ses parents. Elle découvre qu'en fait, le monde autour d'elle est un théâtre parce que tout le monde ment. Et elle grandit dans une famille très atypique, Maria Casares. Les premières années de sa vie, c'est dit dans le film, hein, les 9 premières années de sa vie, elle est donc en Galice, dans cette Galice qu'elle aime tant, dans une famille très... C'est une petite fille bourgeoise, hein, c'est pas du tout Camus, justement. Ils n'ont pas du tout la même enfance. Camus vient d'un milieu plus que modeste. Maria Casares, elle vient d'un milieu très aisé. Son père est un avocat, d'abord un avocat célèbre, connu. Mais alors, pour l'Espagne de cette époque, déjà c'est un homme effectivement républicain, il est pas du tout, il est anti-monarchie, et c'est un homme, on va dire, de gauche, hein, pour résumer brièvement, très très ouvert. C'est pas du tout l'espagnol, il n'est pas croyant déjà, voilà, il est athée, pour ne dire que ça. Dans l'Espagne de cette époque, il est athée. Il mène une vie très très libre. Il a déjà eu une fille hors mariage, avant la naissance de Maria. Voilà, et il épouse la mère de Maria, et tous les deux vont très vite mener une vie, voilà, chacun de leur côté, une vie sentimentale, chacun de leur côté, aux grandes dames des domestiques. Il y a beaucoup de domestiques chez les Casares, et les domestiques sont très choqués de voir comment ça se passe dans cette maison où tout le monde ment, où on garde les apparences, mais en réalité, chacun mène sa vie. Et la petite Maria Victoria, elle voit tout ça. Et en fait, elle passe beaucoup de temps avec les domestiques parce et elle entend les rumeurs, et elle comprend que le monde est un théâtre où le monde est un rêve. Mais elle grandit quand même dans cet univers-là. Elle est aussi très... alors, le film le montre, mais il y a eu 2 hommes dans sa vie. Il y a eu Albert Camus, mais il y a eu son père, Santiago Casares. Elle avait une relation avec son père. Elle adorait son père. Elle vénérait son père. Et son père a été souvent absent, lui aussi, mais il lui a transmis l'amour des livres. C'était un lettré. C'était quelqu'un qui possédait
dans la Maison de la Corogne une bibliothèque avec plus de 3000 livres, et notamment des auteurs de théâtre. Il lui a fait beaucoup lire de théâtre à elle, toute petite. Donc c'est venu de là aussi. Elle raconte que ils avaient un jardin dans cette maison, et il y avait des arbres, et elle aimait monter dans les arbres, et elle se plaçait sur une branche, et elle déclamait comme ça des vers qu'elle avait appris de pièces de théâtre. Donc le théâtre, il est peut-être parti de là, de tout ça. Et puis ensuite, il y a l'exil le premier exil, c'est une femme traversée d'exil, Maria Casares. Le premier exil en 1931, quand la famille quitte la Coruña, la Corogne, pour vivre à Madrid, parce que son père est nommé ministre. À ce moment-là, c'est l'avènement de la Première République espagnole. Son père est nommé ministre, d'abord ministre de la Marine, il va occuper plusieurs ministères, pour terminer président du Conseil, l'équivalent de notre Premier ministre. Donc, très important. En Espagne, aujourd'hui, Santiago Casares est plus connu que sa fille. C'est vraiment le nom de Casares Quiroga, c'est le père, en fait, qui est très connu en Espagne. Et donc, premier exil pour elle, qui a toujours vécu en Galice, à la Corogne, et puis dans la maison. Il vivait 6 mois à la Corogne, en ville, et puis 6 mois à la campagne, comme les grandes familles bourgeoises galiciennes de cette époque. Et en 1931, elle se retrouve en plein centre de Madrid, avec son accent galicien, où tout le monde repère, c'est un accent très fort. Et là aussi, elle va faire un petit peu de théâtre. Elle va être dans une école très particulière. Ses parents la mettent dans une école d'un genre, école républicaine, pas du tout religieuse, etc. Instituto Escuela, ça s'appelle. Et elle va aussi faire du théâtre à ce moment-là. Et je passe très rapidement, parce qu'il faut aller vite. Et quand elle arrive en France en 1936, avec sa mère, donc juste avec sa mère dans un premier temps, elle va effectivement se mettre à apprendre le français très rapidement, et elle a cette intensité en elle qui ne la quittera pas de toute sa vie. On le voit dans le film, elle le dit d'ailleurs, elle a le trac, toute sa vie elle a le trac. C'est quelqu'un qui souffre de maux de ventre, elle a mal au ventre tout le temps. Elle est très nerveuse, elle a un trac fou, et elle a quelque chose comme ça, elle pique des colères aussi, c'est dit dans le film, elle le dit dans la correspondance aussi. Et donc à un moment donné, elle est avec sa mère, elle est toute jeune, elles viennent d'arriver en France, et au cours d'un repas, elle l'a raconté d'un résident privilégié en Bretagne, chez des amis espagnols. Sa mère, comme ça, lui dit à un moment donné, mais tiens, déclame quelques vers en espagnol. Et la petite se lève, la petite Maria se lève, et elle se met à déclamer des vers d'un romancero espagnol. Et les gens qui sont là, il y a des gens de théâtre à cette table, et il y a quelqu'un qui dit, mais cette petite, il faut qu'elle fasse du théâtre, sinon elle va exploser, elle va crever, elle va en mourir. Il faut absolument qu'elle fasse du théâtre. Et sa mère lui dit, tu veux faire du théâtre ? Fais du théâtre. Et ça part un petit peu comme ça. Et au fond, voilà, elle est à Victor-Duruy, elle passe quand même le bac, mais elle commence à prendre des cours de théâtre, des cours de diction, et elle se rend compte, et elle le dit, le film commence là-dessus d'ailleurs, le film d'Elisabeth, sa patrie, c'est le théâtre. Elle dit qu'elle est née en réalité au théâtre. Elle est née en 1942 au Théâtre des Mathurins, quand elle fait sa première pièce, son premier rôle là, dans Des druides et douleurs. C'est son premier rôle au théâtre, et c'est son véritable acte de naissance. Sa patrie, c'est le théâtre, son acte de naissance, c'est le théâtre. Ça va devenir vraiment son identité pour elle, éternelle exilée toute sa vie, qui sera en effet traversée de différents exils. Dans exil, il y a séparation aussi, donc il y a la séparation des pays. Voilà. La terre natale, ensuite le pays natal, ensuite tous les gens qu'elle a aimés et dont elle est séparée brutalement tout au long de sa vie. Il y a différents exils qui la traversent, et elle n'a pas d'enfant, elle n'aura pas d'enfant, et c'est vrai que voilà, son identité très très forte dans toute cette traversée de vie, ça reste le théâtre. Et comment vous lisez cette double perception de Maria Casares, comédienne ? Elle a connu la plus grande consécration possible, et en même temps une critique féroce. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, l'une ou l'autre comme vous voulez, mais peut-être de ce que vous en avez découvert, et aussi comment vous la voyez, la Maria comédienne, voilà.
Oui, c'est vrai. Moi, il y a d'abord une chose qui m'a un peu étonnée, c'est que effectivement, elle a été quand même considérée comme une très, très, très grande tragédienne et qu'au fond, elle est quand même très oubliée déjà aujourd'hui. Mais c'est vrai que elle attirait les critiques un peu paradoxales. Des gens adoraient son jeu. Certains le trouvaient un peu toujours, enfin, excessif. C'est-à-dire qu'on disait c'est la tragédienne. Alors pourquoi c'est comme ça. Je pense qu'elle ne pouvait pas imaginer le théâtre autrement que dans ce rapport passionnel. C'est une femme passionnelle, passionnée, passionnante, mais je pense qu'elle ne pouvait pas. C'est pas une petite comédienne quoi, qui joue du bout des doigts. Voilà, c'est quelqu'un. Moi, j'ai vu d'autres archives que je n'ai pas pu garder, mais elle est incroyable ce qu'elle a pu faire, par exemple, dans la mise en scène donc de Chéreau, les paravents. Mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui osait aller au-delà du raisonnable. Moi, je crois que c'est ça. Et donc, je pense qu'il y a des critiques qui avaient comme ça une sorte de réflexe, un peu d'hostilité même. Elle en fait trop. Elle en fait trop, quoi. Mais moi, je trouve que, voilà, je pense que peut-être que les comédiennes aujourd'hui ne jouent plus comme ça. Peut-être que c'est aussi que c'est une femme qui s'inscrit dans une époque, dans une manière aussi d'être, de vivre et de jouer. Peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, Anne. Oui, Maria Casares, elle est clivante hein, dès le départ, et c'est la marque des grands, hein, je trouve. On ne peut pas plaire à tout le monde, et justement, effectivement, on l'adore ou on la déteste. D'emblée, c'est-à-dire quand on voyait dans le film les coupures de presse, là, quand elle débute, où c'est vraiment starlet, il y a même des photos d'elle en maillot de bain sur la plage de Nice et tout ça, quand elle est starlet, mais elle est présentée au théâtre comme la nouvelle Sarah Bernhardt. Et ça veut dire quelque chose, parce que si vous avez déjà entendu la diction de Sarah Bernhardt, c'est en effet une manière de jouer au théâtre, comme aujourd'hui, c'est plus du tout possible de jouer de cette façon. Et quand Casares commence, donc pendant Sous l'occupation, déjà à cette époque, c'est une manière de jouer qui est en effet extrêmement intense, qui peut hérisser, qu'on peut trouver outré, qu'on peut aimer pour cette outrance, mais qu'on peut tout aussi détester pour les mêmes raisons. Mais elle n'a pas le choix. Elle ne pouvait pas jouer autrement. Pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que, et comme le montre aussi le film, cette bataille qu'elle mène contre la langue française, cette conquête du français, fait que toute sa vie, elle va s'engager à bien parler le français extrêmement distinctement, avec cette petite musique galicienne qu'elle gardera toujours dans sa voix. Et certains critiques extrêmement féroces le lui reprocheront toute sa vie. François Mauriac, pour ne pas le nommer, a écrit des comptes rendus absolument abominables sur son jeu, et elle cristallisait comme ça certaines personnes qui détestaient sa façon de jouer, elle a été traitée de Carmen tragique pour son interprétation de Phèdre, par exemple, avec le TNP. Mais elle avait cette façon extrêmement dense, parce que pour elle, c'était très important de parler bien le français. Mais voilà, aujourd'hui, sans doute, ce jeu ne serait plus possible. Mais je pense on voyait dans le film Béjart, par exemple, des années après. Béjart, il a toujours dit que c'était adolescent malade, parce ça a été un adolescent malade, c'est en entendant, alors qu'il était dans son lit malade, en entendant Maria Casares à la radio, qu'il s'est dit, je veux faire de la mise en scène et je veux la mettre, elle, en scène un jour. Et ce qu'il fera des années plus tard, il la fera même danser. Il a même dit, Béjart, c'est une des 2 ou 3 meilleures danseuses que j'ai rencontrées dans ma vie, ce qui était fou. Donc oui, c'est quelqu'un qui s'est engagé à fond et qui ne pouvait pas faire autrement que sur les planches avoir cette densité. Les gens qui l'ont vue sur scène disent tous la même chose. C'était une petite femme, en effet, Elisabeth Ladier, elle faisait 1m60, elle était toute menue, toute petite. Et quand elle montait sur scène, elle était immense. Elle était immense, et alors
elle brûlait tellement que, oui, c'était quelqu'un qui avait aussi, pour les anecdotes, je ne l'invente pas non plus, elle mangeait énormément, elle avait un appétit de fou, parce qu'elle brûlait tout sur scène. Elle brûlait absolument tout. Donc je crois que voir Maria Casares sur scène devait être une expérience, enfin tous ceux qui ont eu la chance de la voir l'ont raconté, c'était justement une expérience unique. Et l'intensité, la tragédie, c'était aussi une part importante de sa vie. Vous racontez une amie à elle qui était d'abord une admiratrice, lui a dit « vous avez dû beaucoup souffrir pour jouer comme ça ». Est-ce que pour vous, c'était aussi une façon d'exprimer les souffrances qu'elle avait pu... et vous parlez de ses séparations, évidemment celle avec Camus permanente. Voilà, est-ce que c'était aussi sa façon d'exorciser Alors, je pense que le théâtre lui permettait surtout de vivre toutes les vies qu'elle aurait aimé vivre et qu'elle ne pouvait pas vivre. Donc, c'est pas uniquement un exutoire, c'est aussi c'est le monde, en fait, le théâtre. Et c'est bien pour ça que le cinéma était trop petit pour elle, d'une certaine façon. Elle a toujours dit le problème qu'elle avait avec le cinéma, alors qu'elle a tourné avec de très grands réalisateurs, mais elle se sentait coincée au cinéma. Elle avait un réalisateur qui lui disait « il faut faire ci, vas-y, pleure. Allez, on la refait, pleure encore. Allez, on refait, pleure, pleure. » Et ça, c'était pas possible pour elle. Elle se sentait complètement à l'étroit, très étriquée, alors que sur scène, jouer un personnage où elle pouvait se déployer, elle, et déployer toute l'énergie, et peut-être, oui, tous les chagrins, toute la tristesse, tous les joies, tous les sentiments qu'elle avait en elle, mais elle pouvait les déployer dans un personnage, en étant le personnage, bien sûr, hein, mais elle donnait à ce personnage toute l'énergie et l'urgence qu'elle avait en elle, alors que le cinéma, au contraire, la rapetissait, je pense. Elle a dit aussi qu'au fond, ce qu'elle aimait le plus, c'était les répétitions. C'est-à-dire quand elle cherchait le personnage, qui elle allait interpréter, incarner. Et qu'ensuite, bon, après, il y avait sur scène, il y avait toujours quelque chose qui faisait que c'était jamais la même chose chaque soir. Mais quand même, pour elle, c'est la recherche du personnage, donc tout ce qu'elle faisait en amont. Et ce que je montre un peu, justement, avec ces images autour de Médée, de Sénèque, avec Lavelli, comment elle se donne. On voit, il y en avait d'autres images après, bon, il faut faire des choix, mais elle était absolument extraordinaire. J'aime beaucoup quand elle dit, pour jouer Médée, mais... il faut être malheureux, il faut souffrir quoi pour jouer, mais on peut pas le jouer, voilà. Et quand elle dit, moi j'ai trouvé ça formidable, c'est que quand elle dit de temps en temps j'ai des trous de mémoire et je parle en japonais, en javanais, ça fait rien, j'ai la mémoire du geste, etc. Et ça, je trouve ça formidable de dire quelque chose comme ça, cette liberté là. C'est une actrice physique, en fait, Casares. Elle a dit aussi une phrase que j'aime beaucoup, qui rejoint ce que vous venez de dire. Elle disait qu'elle ne pouvait pas jouer un personnage si elle ne savait pas comment ce personnage marchait. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je l'ai mis... Enfin, vous parliez de romanesque dans mon livre, je dirais plutôt que j'ai plutôt fait des mises en scène, parfois des scènes, parce que j'avais envie qu'on la voie marcher. Pour moi, c'est une femme qui marche, Maria Casares. Et d'ailleurs, mon livre commence comme ça, c'est une femme qui marche. Et parce qu'elle a dit ça. Et c'est bien pour ça que voilà, le théâtre lui permettait, voilà, c'est très physique, le théâtre. Et alors, en plus, il y a peut-être aussi le côté troupe qu'elle a quand même connu pas mal avec le TNP, un tout petit peu avec le français, mais beaucoup avec le TNP. Le côté famille, quoi, le côté troupe qui faisait que voilà, ça a été sa patrie et sa famille, le théâtre. Et le lien avec Camus, parce que dès la rencontre, c'est par le travail, par le théâtre, et ils auront pas mal de projets ensemble. Vous pouvez peut-être en parler un petit peu. Il y a trois pièces. Okay. Trois pièces, oui. Ok. Le malentendu, les justes et état de siège. Hein, c'est tout. Oui, c'est ça. Après, il va écrire pour Catherine Sellers. Oui. Dont des rôles qu'elle aurait aimé faire, elle, et qu'elle attendait, et qui, des rôles de femmes après, plus jeunes. était plus âgée, et puis voilà. Et donc, on va quand même revenir à cette histoire d'amour. Et moi, je trouve, c'est une histoire absolument unique, incroyable. Et comment vous voyez ce paradigme si particulier entre eux, c'est-à-dire à la fois on a l'impression que c'est le couple indestructible, que ça a été pour l'un et pour l'autre la seule histoire de leur vie, mais en même temps ils ne l'ont jamais vécu ensemble. Enfin, Camus n'est pas parti il n'a jamais
quitter sa femme. Moi, je pense que si ça a duré, c'est que justement, ils n'ont Alors, jamais vécu ensemble, non, Anne? Non, mais c'est intéressant. Oui. Je voulais vous entendre là-dessus. D'abord, déjà, moi, je trouve que Maria, c'est une femme libre, indépendante. Donc, elle n'a jamais vraiment vécu avec un homme. Elle n'a jamais eu une vie véritablement conjugale. Donc, moi, je crois, je ne sais pas, Anne, ce que vous en pensez, mais qu'au fond, elle a souffert au début de ne pas pouvoir vivre ce qu'elle aurait souhaité vivre avec Camus. Mais en vérité, à un moment donné, bon, il y avait sa femme, il y avait sa vie familiale. Et bon, elle partageait des choses que la femme de Camus probablement ne partageait pas du tout avec lui. Quand même, à un moment donné, quand je fais ce mouvement-là où elle dit mon unique, ma beauté, la femme que j'aime, je veux dire, c'est elle. C'est à elle qu'il s'adresse, qu'il lui écrit. Donc, moi, j'ai l'impression que ce couple, justement, a su traverser les 12 années qu'ils ont eu la chance de vivre, mais ils ont pu le faire aussi parce qu'ils n'ont jamais été dans une sorte de vie quotidienne qui parfois abîme la relation. Et donc c'était à chaque fois quelque chose quand même d'exceptionnel. Et en fait, leur amour passe par l'écriture, par ces lettres qu'ils s'envoient parfois tous les jours, surtout quand ils sont séparés. Donc ça donne encore plus de prestige à l'amour et à la relation qu'on peut avoir, non, Anne? Oui, oui. Je suis un peu plus nuancée. Je dirais que moi, je crois que c'est une relation il y a eu beaucoup de souffrance. Ils ont beaucoup souffert l'un et l'autre. Je ne veux pas prendre parti plus pour l'un que pour l'autre, mais c'est quand même une relation de beaucoup de souffrance. La correspondance a sublimé cette relation. Casares, ensuite, dans Résidente privilégiée, 20 ans plus tard, elle reconstruit l'histoire, et c'est 20 ans après, et Camus est mort. Donc, elle présente les choses, mais sans cacher d'ailleurs la souffrance qu'il y a. Mais dans la correspondance, quand on lit attentivement cette correspondance et l'évolution, c'est ça qui est très très beau, de la toute jeune Maria. Elle est toute jeune. Alors il y a en effet les lettres de Maria en 44, on les a pas, mais on a celles de Camus et les quelques mois en 44, au moment effectivement de leur rencontre jusqu'à la première séparation. On sent dans ces lettres toute la douleur déjà, de toute la complexité de cette relation. Ils sont très très jeunes, effectivement. Maria, elle a 22 ans quand elle rencontre Albert Camus, donc lui il en a 31. Et elle se donne tout entière à cette relation. Oui, comme vous le dites Audrey, on a l'impression qu'ils sont tellement faits l'un pour l'autre, ils partagent ce sentiment d'exil très fort que l'un et l'autre éprouvent à Paris, parce que Camus il est très exilé aussi à Paris dans le milieu littéraire, et lui effectivement venant d'un milieu très modeste en Algérie. Et voilà, ils s'aiment, c'est la guerre, il y a tout ça, il y a effectivement la libération, etc. Il y a cette rencontre des corps, visiblement, c'est une rencontre qui physiquement est très forte aussi entre eux. Et elle veut tout. Elle le dit à ce moment-là, c'est tout ou rien, quoi. Elle ne veut pas être la maîtresse d'un homme marié. Quand elle apprend que Camus est marié, elle ne veut pas. Elle a 22 ans, elle n'a pas envie de s'engager dans une histoire avec un homme qui est marié et qui ne veut pas quitter sa femme. Il le lui dit tout de suite. Il n'est pas question qu'il quitte Francine, qui est fragile, qui est dépressive, voilà, etc. Donc, alors elle ne veut pas. C'est elle qui met un terme à la rencontre. Et puis, les années, 4 ans passent. Elle vit d'autres histoires. Elle refuse 2 demandes en mariage. Voilà. Je ne vais pas raconter tout ça. Elle a cette liaison avec Gérard Philippe qui est très amoureux d'elle, mais elle n'est pas amoureuse de Gérard Philippe. Il y a d'autres hommes, elle est très jolie, elle a cette personnalité comme ça, et elle est quand même déçue par plusieurs rencontres. Et Camus, ça a été quelque chose de très fort. C'est un homme exceptionnel, c'est une rencontre exceptionnelle. Quand elle le retrouve 4 ans plus tard, on va dire, expression un peu malheureuse, mais elle met un peu d'eau dans son vin, c'est-à-dire qu'elle le dit dans ses mémoires, elle voulait 100%, elle voulait tout ou rien, elle se rend compte qu'elle n'aura jamais 100% tout ou rien, donc elle accepte le 75%. C'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit dans ses mémoires. Elle accepte 75%. Elle sait qu'effectivement, Camus ne sera jamais
tout entièrement à elle. Donc ça, elle le dit en 48, ils ont cette espèce d'accord, ils passent cette espèce d'accord où effectivement ils vont se placer cet amour au-dessus de tout, au-dessus voilà. Mais en réalité, c'est beaucoup de souffrance. Et on le voit dans la correspondance, il y a beaucoup de moments où elle lui fait des scènes terribles. Il y a des moments où elle revient sur ce pacte, entre guillemets, où elle aimerait qu'il quitte Francine, où elle aimerait qu'ils vivent quand même un couple, on va dire, plus conventionnel, qu'ils soient vraiment ensemble. Surtout, c'est dit dans le film, c'est un secret de polichinelle, en tout cas dans le milieu du théâtre, tout le monde sait qu'ils sont ensemble. Francine le sait, Francine fait des tentatives de suicide à cause de cette histoire aussi, pas uniquement, mais à cause de la présence de Maria Cazares dans la vie d'Albert Camus. Donc c'est vraiment loin d'être simple. Et dans la correspondance, il y a beaucoup de moments de déchirement. On sent beaucoup de moments où, en effet, il doute beaucoup, où où parfois elle en peut plus, parfois elle a envie d'arrêter. Et comme ça dure plusieurs années, en effet, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'apaise aussi, c'est-à-dire de la passion, de la tension du début, des moments volés, des vacances qu'ils arrivent à passer ensemble. Il y a quelque chose qui s'apaise. Elle aussi, elle est plus discrète, mais elle rencontre d'autres personnes. Et elle accepte cette relation aussi. Elle finit par accepter cette relation comme elle est, quoi. Et donc ils vont comme ça. Mais après, ça s'étiole quand même. Ils restent jusqu'à la fin ensemble, mais il n'y a plus la passion dévorante et exclusive des premières années. Alors, je ne sais plus si c'est de vous ou d'elle, mais vous expliquez que c'est aussi, ça lui a permis aussi d'avoir toujours une part de rêve, parce qu'en fin de compte, elle imaginait toujours ce qui aurait été quand elle allait quelque part. Elle s'imaginait avec lui, donc il y avait toujours des voies alternatives qui étaient dessinées par cette absence. Voilà, c'est quelque chose que je trouvais assez beau dans ce que vous décrivez dans le livre. La correspondance, ça crée du fantasme, forcément. La séparation et la correspondance, imaginer l'autre, c'est en effet très différent que de vivre au quotidien avec lui. Donc oui, et d'ailleurs, dans toutes les grandes correspondances amoureuses, il y a toujours à peu près un schéma pareil qui se dessine. Hein. Dans toutes les correspondances, il y a une espèce de carte comme ça du tendre qui est la même pour tous. Mais en effet, chez eux, oui, d'abord, ils s'imaginent vivre ensemble, ils se disent comme ils s'aiment, ils se disent comme ils se manquent, comme ils aimeraient être ensemble, comme c'est injuste cette vie qui les sépare, etc. Et après, voilà, ils arrivent à composer avec ça et à entretenir. Et en effet, cette séparation et les lettres entretiennent, nourrissent cet amour. C'est évident. Oui. Bon, on a déjà beaucoup parlé, mais j'aimerais bien vous laisser la possibilité de poser des questions ou de réagir au film ou de nous partager, je ne sais pas, votre redécouverte peut-être de Maria Cazares. Je peux passer un micro. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, j'arrive. Votre travail comme réalisatrice est centré sur la relation Camus et Cazares, et puis vous êtes arrivée à Cazares par la correspondance avec Camus aussi. Et donc on a vu qu'il y avait d'autres partenaires des deux côtés, des histoires d'amour, des histoires moins amoureuses, mais d'autres histoires. Et je voulais savoir, en dehors de tout fantasme, quelle était la place réelle de Dominique Marcas dans tout ça? Dominique Marcas, oui. Alors, c'est elle qui a vécu, enfin, qui a vécu assez longtemps chez Maria Cazares. C'était comme une amie très... C'est une fan au départ, c'est une fan de Maria. Oui, fanatique. Oui, vraiment, Maria Cazares était tellement fascinante qu'elle avait toujours à la sortie des théâtres beaucoup de gens qui l'attendaient et beaucoup de femmes aussi qui l'attendaient. Elle fascinait les femmes aussi. Et parmi les jeunes femmes qui étaient... Il y a eu cette Dominique qui ne s'appelait pas du tout comme ça. En fait, Marcas, c'est par rapport à justement... c'est Cazares, en fait. Elle a pris comédienne. C'est Maria Cazares, Marcas. Elle a pris ce pseudonyme, elle voulait être comédienne. Et Cazares l'a pris sous son aile, comme elle a fait avec plusieurs personnes. Et Dominique Marcas a vécu donc chez elle, rue de Vaugirard, 148 rue de Vaugirard, pendant un certain nombre d'années. Elle a même accompagné, enfin, elles étaient vraiment très très proches. Ça a été une confidente, une amie et une admiratrice, mais plus que ça. Elle a occupé vraiment chez Maria une place importante dans l'amitié. Vous connaissez Dominique Marcas ou pourquoi cette question? Si c'est juste... Non, je ne la connais pas personnellement, mais
moi, je suis une grande admiratrice de Casares depuis très longtemps. Et en fait, quand j'étais gosse, ce qu'on racontait de Marcas, c'est qu'elle était donc Dominique, parce que Dominique des Enfants du Paradis, et Mar pour Maria et Cas pour Casares. Elle a quand même une très longue carrière d'actrice de second rôle, mais ce qu'on racontait à l'époque, c'est qu'elle était folle amoureuse et que Casares s'en servait vraiment comme un souffre-douleur avec une relation sadomaso qui était franchement pénible. Donc comme vous aviez beaucoup bossé dessus, je me disais, on va sortir du fantasme et savoir un peu quand même quelle était cette relation, quoi. Maria Casares était très dure, elle pouvait être très dure avec les gens qui l'entouraient, et c'est vrai. Et comme je vous le disais, en effet, elle fascinait hommes et femmes, et beaucoup de femmes lui écrivaient des lettres d'amour aussi, ça c'est sûr. Elle a reçu énormément de lettres d'amour et de jeunes actrices, et sans doute qu'elle n'était pas insensible à cette admiration que pouvaient lui témoigner certaines personnes. Et elle a été très dure. Dans le film, il y a cette expression effectivement trancher dans le vif ou couper dans le vif, la cortar por lo sano en espagnol, qui est une expression qu'elle reprend beaucoup dans ses mémoires. Elle pouvait rompre d'un coup avec les gens, avec tout. Enfin, c'était dans son histoire. Hein. Elle avait été obligée parfois elle avait été confrontée à des ruptures brutales. Eh bien, elle-même pouvait être très brutale et pouvait du jour au lendemain signifier son renvoi à quelqu'un qui l'adorait et qui aurait tout fait pour elle. Elle pouvait être extrêmement, extrêmement dure, ça c'est sûr. Donc, avec Dominique Marcas, comme avec d'autres, parfois, la passion, eh ben, ça se termine comme ça a commencé, quoi. C'est très fort, eh ben, ça se termine aussi de manière très forte et brutale. Donc c'était aussi quelqu'un qui pouvait être très dur. Oui. Et moi, pour mon film, c'est vrai qu'à un moment donné, j'aurais pu raconter beaucoup d'autres choses, mais finalement, moi, mon point de concentration, c'était vraiment l'histoire de Casares-Camus, voilà. Mais donc effectivement, comme dit Anne, il y a eu d'autres femmes, surtout après. Moi, dans mon livre, il y a d'autres facettes qui apparaissent, puisqu'il n'y a pas justement, mon livre n'est pas que sur la relation Camus-Casares. Donc il y a Maria aussi dans toute sa complexité. C'est un personnage complexe, c'est comme on l'a dit, clivant au théâtre, mais même dans sa vie, c'est quelqu'un qui est elle était pleine de contradictions aussi, de complexité. Et en tant qu'écrivaine, c'est ce qui m'a intéressée aussi. Les personnages très lisses, c'est pas très passionnant. Puis j'avais pas envie de faire une hagiographie non plus. Donc j'avais aussi envie de montrer d'autres facettes de cette grande personne. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont vu Maria Casares au théâtre ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu cette chance ? Oh, une dame a eu la chance de la voir au théâtre. Donc, sans indiscrétion, quelle pièce avez-vous vue ? Mère Courage. Formidable, quelle chance. C'est où ? À Bordeaux ? Il y a le micro qui est donné à quelqu'un. Oui, bonsoir et merci pour ce magnifique film. Je voulais vous poser une question. Voyons, aborder cet amour immense qu'ils avaient à travers la correspondance, n'était-ce pas finalement prendre la version, je dirais, romanesque, romantique, d'un amour qui ne s'éteint pas, qui dès qu'il est né ne s'éteindra jamais, et finalement on voit très peu apparaître dans votre film les aspects complètement insupportables qu'elle devait avoir, étant une grande actrice, et sachant qu'elle a du talent, elle est au moment de la fondation du Festival d'Avignon, etc. Elle devient vraiment un personnage central dans le théâtre français, une actrice incontournable. Et ces aspects, sans doute, qu'elle devait avoir, insupportables, un peu de diva, on ne le voit pas. Et la question, en fait, que je voulais vous poser, c'est est-ce que finalement, c'est aussi des aspects peut-être insupportables, est-ce qu'elle avait, je vais le dire assez méchamment, est-ce qu'elle avait trouvé en Camus quelqu'un, un auteur, qu'il admirait profondément, et
dont elle pouvait tirer des textes et des pièces de théâtre qui lui permettaient de briller, c'est-à-dire les deux versants d'une actrice que vous venez de qualifier de complexe, d'insaisissable, etc. C'est-à-dire, elle peut être absolument adorable, mais elle peut être aussi un peu, comment dire, elle a trouvé un Pygmalion elle réussira à se mettre en valeur à travers les textes qu'il va écrire pour elle et qu'elle va interpréter. C'est une question que je vous pose. Oui, c'est-à-dire, je ne pense pas que Camus déjà a été son Pygmalion. Je ne crois pas. Je crois qu'elle n'avait pas besoin de ça. Je ne pense pas non plus que Cazaret soit comme ça une calculatrice. Bon, c'est vrai qu'elle a fait cette rencontre et puis c'est un auteur, un dramaturge. Mais si vous voulez, moi, en tant que réalisatrice, oui, je fais des choix. C'est vrai que j'ai plus envie de raconter une histoire d'amour d'une manière un peu romanesque, probablement aussi romantique, mais je pars quand même d'un réel, c'est-à-dire de ses lettres. Quand elle écrit à Camus, elle écrit pas pour la postérité, elle écrit parce qu'elle a besoin de lui parler autant que lui en a besoin. Donc, je sais pas, je ne vous suis pas là-dessus. Je pense pas du tout que ce soit. C'est une femme quand même très vite. Elle a une personnalité. Elle s'impose. Donc, elle n'a pas besoin d'aller chercher un Pygmalion pour pouvoir exister. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, en plus chronologiquement non, parce que la première pièce, Le Malentendu, on est en 44. Il ne l'écrit pas pour elle. Ils se rencontrent à travers cette pièce parce qu'il propose, c'est Jean Marchas qui propose effectivement cette pièce pour le Théâtre des Mathurins. Ils font Marcel Héran et Jean Marchas. C'est Cazares qui à ce moment-là est au Mathurin, donc il n'a pas du tout écrit déjà la pièce pour elle. Ils se rencontrent à travers cette pièce, qui ne marche pas d'ailleurs beaucoup, et puis de toute façon qui est très vite arrêtée par la libération de Paris. Quelques années plus tard, donc en effet, quand il écrit L'état de siège, on l'a dit dans le film, c'est une pièce qui ne marche pas non plus, qui est complètement... et là, on est en 49. On est en 49, elle est toute jeune, Maria Cazares, en réalité, elle a percé dans Les Enfants du Paradis. Il ne vous aura pas échappé qu'elle n'a pas le premier rôle dans Les Enfants du Paradis. Hein. C'est quand même Arletty et Jean-Louis Barrault, essentiellement. Elle a quand même un rôle plus secondaire. Les Dames du Bois de Boulogne n'a pas non plus été un grand carton. Elle n'est pas si connue que ça, Maria Cazares, en fait. C'est une jeune actrice débutante, prometteuse, dont on parle, mais qui parle d'elle? Elle n'est pas si connue. Et donc, L'état de siège ne marche pas. Et la troisième pièce, qui, elle, va être la pièce qui marche le plus, Les Justes, on est en 1950. C'est ça, on est à peu près dans ces années-là. Et après, c'est terminé. Il n'écrira pas pour elle plus que ça. Ils font d'autres... Il y a d'autres mises en scène, etc. Mais donc, on ne peut pas du tout parler de ça. Le théâtre est un petit peu... Même, j'ai envie de dire, un prétexte entre eux pour se voir pendant ces années-là, en effet. Mais leur collaboration artistique, elle ne va pas plus loin que ça. Hein. Oui, j'arrive. Bonsoir. Moi, c'est pas une question. Je voudrais dire tout le plaisir que j'ai eu à voir ce film. Je ne sais pas comment il passera à la télévision, mais il y a des images que j'ai trouvées très fortes, et pas forcément sur des documents ou des images, des photos de ces personnes-là, mais surtout la façon dont des images de fiction, les jambes, les mains, la fumée des cigarettes. Oh, j'ai trouvé ça d'une puissance extraordinaire. Et à un moment donné, je me suis dit, j'étais en train de croire qu'ils étaient là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Mais c'est vrai que la cigarette, bon, déjà, c'est très cinématographique, et tous les deux fumaient beaucoup, et aussi pareil, comme je voulais
une actrice pour être un peu l'incarnation de Casares, je me suis dit, il y a beaucoup de sensualité, presque d'érotisme, je pourrais dire, dans ces lettres. Donc il fallait, voilà, d'une manière très délicate, qu'on le vive un peu, voilà, qu'on le vive un peu. Et ça, aucune archive ne pouvait me le donner. Donc, effectivement, j'ai pensé à ces images, et il faut dire que j'ai travaillé là aussi avec un chef opérateur, un directeur de la photo absolument formidable, quoi. Avec presque rien, il a créé comme ça une ambiance. On avait vraiment l'impression qu'ils étaient là, effectivement. Eh bien, merci à toutes les deux d'avoir redonné vie à Maria Casares.